Ce n'était que 6 coups avec cette hache que mon défunt mari gardait dans la remise. 6 coups pour mettre fin à une histoire que personne ne connaît jusqu'à présent. Je m'appelle Adjoa Mariam Koné. J'ai 63 ans et je purge une peine de 30 ans à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Avant d'arriver ici, j'étais institutrice à Yopougon. J'ai enseigné aux enfants pendant plus de 3 décennies. Je leur ai appris à lire, à écrire, à rêver. Qui aurait imaginé que ces mains qui tenaient des craies et corrigèrent des cahiers finiraient tachées du sang de mon propre petit-fils? Ismaël Koné, 19 ans, mon premier petit-fils, le fils de mon Seydou, l'enfant qui s'asseyait sur mes genoux, l'adolescent qui me menaçait la nuit, le jeune homme qui m'a terrorisé pendant des années, le corps qu'on a sorti de ma maison en septembre 2023. Alors que j'écoute l'écho de mes pas dans cette cellule froide, je pense à comment expliquer l'inexplicable. Comment une grand-mère peut-elle prendre une hache et mettre fin à la vie de son propre petit-fils? La réponse n'est pas simple. Elle ne l'est jamais quand il s'agit de violences familiales. Le vrai traumatisme n'a pas été ce que j'ai fait cette nuit-là. C'était la terreur silencieuse que j'ai vécue pendant des années. La peur constante, les menaces, l'impuissance, l'abandon. Des années d'obscurité qui ont culminé en 6 coups de hache. Avant de me juger, avant de me traiter de monstre, tu dois comprendre toute l'histoire. Tu dois voir ce que personne n'a voulu voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu dois savoir pourquoi une grand-mère, une institutrice qui a consacré sa vie aux enfants, en est arrivée à cette extrémité. Alors que je révèle mon histoire depuis cette cellule froide, je veux savoir d'où tu regardes ce récit. Laisse en commentaire ta ville et si tu avais déjà entendu parler de ce qui s'est passé à Abidjan en septembre 2023. Les nouvelles n'ont jamais raconté ma version, celle que tu vas entendre maintenant. Il fut un temps, pas si lointain, où ma vie était différente. Pendant 35 ans, j'ai été Madame Koné à l'école primaire publique de Yopougon. Les enfants m'aimaient, les parents me respectaient. Chaque matin, je me réveillais avec un but clair. Façonner de jeunes esprits, planter des graines de connaissances qui fleuriraient des années plus tard. Mon Moussa et moi avons construit une vie simple mais digne. 40 ans de mariage, un foyer modeste dans le quartier de Yopougon-Sikogi. 2 enfants. Seydou, mon aîné, maintenant âgé de 42 ans, travaille comme ingénieur au port autonome d'Abidjan. Et Aminata, ma petite, 38 ans, comptable dans une banque au plateau. 4 petits-enfants qui étaient ma fierté et ma joie. Ismaël fut le premier. Il est né quand j'avais à peine 45 ans. Grand-mère jeune, me disait à mes collègues à l'école. Je me souviens de l'avoir tenu dans mes bras pour la première fois, si petit, si fragile. Ses yeux identiques à ceux de mon Seydou, son cri, le son le plus beau que j'avais entendu. Fatou, sa mère, ma belle-fille, travaillait de longues heures dans un call center d'Orange. « Maman Adjoa, me disait-elle, peux-tu garder Ismaël cet après-midi? Je dois couvrir un service supplémentaire. » Et moi, heureuse d'avoir mon petit-fils avec moi, j'acceptais toujours. Ce furent de belles années. Je lui ai appris ses premiers mots, j'ai vu ses premiers pas, je l'emmenais au jardin, je lui lisais des histoires, je lui préparais son plat préféré. Attiéké avec du poisson braisé, pas trop pimenté, comme il l'aimait. C'était un enfant doux et affectueux, sensible, il aimait dessiner, il avait du talent pour la musique. Moussa lui a offert un petit djembé quand il a eu 7 ans. « Cet enfant sera artiste », disait mon mari avec fierté dans la voix. Et Ismaël adorait son grand-père. Il le suivait partout dans la maison. Il voulait être comme lui. Moussa était ferme mais juste. Un homme de l'ancienne école, comme on disait. Quand Ismaël commençait à mal se comporter, un seul regard de son grand-père suffisait pour qu'il se calme. « Le respect », disait Moussa. « Sans respect, il n'y a rien. » Tout a changé quand Ismaël a eu 13 ans. De petits détails au début, des réponses insolentes, des devoirs non faits, des appels de ses professeurs. « C'est l'âge », disait Seydou en minimisant. « Tous les garçons se rebellent un peu. » Mais moi, je voyais autre chose,
une ombre dans ses yeux qui n'était pas là avant, une dureté dans sa voix quand il parlait aux femmes de la famille, un mépris subtil qui grandissait. Et puis, en 2019, Moussa est mort, une crise cardiaque soudaine. Nous prenions le petit déjeuner quand il a porté la main à sa poitrine et s'est effondré sur la table. Il n'y a pas eu le temps de dire au revoir, pas le temps de se préparer, il est simplement parti. Le jour des funérailles, j'ai observé Ismaël. Il n'a pas pleuré. Il est resté silencieux, regardant le cercueil avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer alors. Maintenant, je sais. C'était le regard de quelqu'un qui venait de perdre la seule ancre qui le maintenait connecté à ce qui est juste, à ce qui est correct. Avec la mort de Moussa, la dynamique familiale a changé drastiquement. La seule figure qu'Ismaël respectait vraiment n'était plus là. Et moi, sans le savoir, j'étais resté seul pour affronter ce qui allait suivre. Avant que tout ne change, j'étais comme toi qui regarde, maintenant. Une simple institutrice qui aimait sa famille. Pour accompagner des récits comme le mien qui montrent comment des personnes ordinaires peuvent atteindre leurs limites, abonne-toi à la chaîne. Chaque histoire, comme la mienne, révèle un côté de la nature humaine que nous préférons ignorer, mais que nous devons affronter. Le changement chez Ismaël n'a pas été soudain. Il a été progressif, comme une maladie qui avance lentement, presque imperceptible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la traiter. 2018 a marqué le début. Il venait d'avoir 14 ans, et bien qu'il montrait déjà des signes de rébellion avant la mort de son grand-père, après il est devenu méconnaissable. Les notes à l'école, qui avaient toujours été excellentes, ont commencé à chuter. Ses amis d'enfance ont été remplacés par des garçons plus âgés que je ne connaissais pas, avec des regards durs et des rires qui me glaçaient le sang. Seydou et Fatou travaillaient sans relâche. Mon fils avait obtenu une promotion qui nécessitait des voyages fréquents. Ma belle-fille faisait des heures supplémentaires pour compenser. C'est une phase, me disait-il quand j'exprimais mon inquiétude. Tous les adolescents passent par là. Ça lui passera. Mais ça n'est pas passé. Ça a empiré. Je me souviens de la première fois où j'ai trouvé quelque chose de vraiment inquiétant. C'était un après-midi de mars. Ismaël était parti avec ses nouveaux amis, laissant sa chambre en désordre, comme d'habitude. En ramassant des vêtements sales sur le sol, ma main a touché quelque chose sous le lit. Un petit sachet en plastique avec une poudre blanche. Je n'avais pas besoin d'être experte pour savoir ce que c'était. Quand il est rentré ce soir-là, je l'ai confronté. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé, espérant de la honte, du repentir, n'importe quel signe que mon petit-fils était encore là, sous ce masque d'hostilité. Ce que j'ai vu m'a glacé. Ses yeux se sont assombris. Un sourire tordu est apparu sur son visage. « Et qu'est-ce que tu vas faire, grand-mère? Le dire à mes parents? Tu crois que ça les intéresse ?» J'ai reculé d'un pas, surprise par son ton, par la menace implicite dans ses mots. « Ismaël, c'est sérieux, c'est dangereux, tu te fais du mal. » Il s'est approché alors. À 14 ans, il était déjà plus grand que moi. Il s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. « Écoute-moi bien, la vieille. Ce que je fais ne te regarde pas. Si tu dis un mot à mes parents, je nierai tout. Je leur dirai que c'est toi qui l'as mis là pour me créer des problèmes. » Qui crois-tu qu'ils vont croire? La grand-mère sénile ou le pauvre adolescent qui a perdu son grand-père? J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Ce n'était pas mon Ismaël, ce n'était pas l'enfant que j'avais élevé. C'était un étranger avec le visage de mon petit-fils. Cette nuit-là, alors que je pleurais en silence dans ma chambre, je me suis demandé si je devais ignorer ces menaces et parler quand même à Seydou et Fatou. Mais quelque chose m'a retenu. La peur peut-être, ou l'espoir naïf que ce serait temporaire, que mon petit-fils reviendrait si j'avais de la patience. Après la mort de Moussa en 2019, la situation s'est complètement détériorée. Ismaël ne faisait même plus semblant de respecter, même lors des réunions de famille. Il se moquait ouvertement de moi, de sa mère, de sa tante Aminata. Toute figure d'autorité féminine était l'objet de son mépris. Les femmes sont faibles. Je l'ai entendu dire une fois à l'un de ses amis quand il pensait que je ne pouvais pas les entendre.
Mon grand-père était le seul vrai homme dans cette famille. Les autres sont des femmelettes. La première fois qu'il a découché toute la nuit, j'ai appelé Seydou, désespéré. Mon fils est arrivé le lendemain matin, les yeux cernés après avoir conduit depuis San Pedro, où il était pour le travail. Ismaël est rentré peu après, sentant l'alcool et les yeux rouges. « Où étais-tu » a demandé Seydou d'une voix qui essayait d'être ferme, mais qui sonnait plutôt comme une supplication. Ismaël a haussé les épaules. « Par là ? Tu sais à quel point ta grand-mère était inquiète, à quel point nous étions tous inquiets ?» Mon petit-fils m'a regardé alors avec un sourire que moi seul pouvais interpréter. Un avertissement silencieux. « Désolé, papa, j'ai perdu la notion du temps. Ça ne se reproduira plus. » Seydou a soupiré, soulagé d'éviter la confrontation. « D'accord, mais la prochaine fois préviens, d'accord ? Et ne bois pas, tu es encore mineur. » Ce soir-là, quand Seydou est reparti, Ismaël est entré dans ma chambre sans frapper. Il s'est assis au bord de mon lit, trop près. Je pouvais sentir la cigarette sur ses vêtements, voir ses pupilles dilatées. « C'était amusant, non, grand-mère ? Tu as vu comment papa a tout gobé ? Aussi facile que ça ?» Il a ri, un son sans joie qui m'a hérissé. « Souviens-toi de notre accord. Tu ne dis rien. Je ne te rends pas la vie impossible. » Mais il me la rendait déjà impossible. Chaque jour était une nouvelle humiliation. Il cachait mes affaires, jetait ma nourriture, invitait ses amis quand j'étais seule à la maison, des garçons plus âgés qui buvaient de mes réserves et me regardaient comme si j'étais invisible, ou pire, comme si j'étais un obstacle. Un après-midi, j'ai trouvé mon album de photos de famille détruit, les photos de Moussa arrachées et brûlées. Quand je l'ai confronté, Ismaël a nié toute responsabilité. C'était peut-être des souris, grand-mère, ou peut-être que tu deviens folle et tu l'as fait toi-même sans t'en souvenir. C'était du harcèlement psychologique, même si je ne connaissais pas ce terme à l'époque. Il me faisait douter de ma propre raison. Il me faisait me demander si j'exagérais, si j'imaginais des choses. Mais alors s'est produit l'incident qui a confirmé mes pires craintes. C'était en mars 2021. Ismaël avait 17 ans et avait considérablement empiré. Il n'allait plus à l'école. Il passait des jours entiers hors de la maison. Quand il rentrait, c'était seulement pour manger, dormir ou terroriser sa grand-mère. Cette nuit-là, il est entré dans ma chambre à 3 heures du matin. Il était drogué. Ses yeux arrivaient à peine à se focaliser. « J'ai besoin d'argent », a-t-il dit en traînant les mots. « Ismaël, s'il te plaît, va te coucher. Nous parlerons demain quand tu seras sobre. » Ne me dis pas quoi faire, vieille idiote. J'ai besoin d'argent maintenant. Je n'ai pas de liquide à la maison. J'ai menti. J'avais touché ma pension ce jour-là, mais l'argent était caché dans un vieux livre de cuisine. Il a bougé alors avec une vitesse surprenante pour quelqu'un dans son état. Il a attrapé mon bras et l'a tordu derrière mon dos. La douleur a été immédiate et intense. Ne me mens pas, je sais que tu as touché ta pension. Où est-elle ? Ismaël, tu me fais mal, ai-je pleuré en essayant de me libérer. Il a augmenté la pression. L'argent, grand-mère, ne m'oblige pas à te rendre les choses plus difficiles. J'ai entendu le craquement avant de sentir la douleur. Mon bras cassé par mon propre petit-fils. Oups, a-t-il dit en me lâchant finalement. Je me suis effondrée au sol, tenant mon bras, les larmes coulant sur mes joues. On dirait que tu as eu un accident, grand-mère. Tu devrais faire plus attention à ton âge. Maintenant, où est ce foutu argent ? Entre sanglots, je lui ai dit où il était caché. Il a tout pris, chaque franc. Le lendemain, quand Seydou m'a emmené à l'hôpital, je lui ai dit que j'étais tombée du lit pendant la nuit. Mon fils m'a regardé avec inquiétude. « Peut-être que tu devrais envisager de venir vivre avec nous, maman, ou d'engager quelqu'un pour t'aider. » J'ai voulu crier la vérité. J'ai voulu lui dire que son fils, son premier-né, m'avait cassé le bras intentionnellement, qu'il me volait, qu'il me terrorisait. Mais les mots ne sont pas sortis. La peur était trop grande. Et s'il ne me croyait pas ? Et si Ismaël mettait ses menaces à exécution ? Que se passerait-il alors ?
Alors j'ai menti, et j'ai continué à mentir, et chaque mensonge m'éloignait davantage de la possibilité de recevoir de l'aide. Je m'enfonçais plus profondément dans un puits de désespoir et de solitude. Après cet incident, Ismaël a su qu'il avait un contrôle total sur moi. Non seulement je le craignais, j'étais complètement à sa merci, et il le savait. Entre 2019 et 2021, ma maison a cessé d'être mon foyer. Elle est devenue le territoire d'Ismaël et de ses amis, un endroit où moi, la propriétaire, je me déplaçais comme une intruse, collée au mur, essayant de passer inaperçue. Tout a commencé peu après les funérailles de Moussa. Seydou et Fatou ont décidé qu'Ismaël passerait plus de temps avec moi pour qu'aucun des deux ne soit seul. La vraie raison était plus pratique. Tous deux travaillaient trop et mon petit-fils, à 15 ans, avait besoin de surveillance. Une surveillance que je ne pouvais plus assurer. La première fois qu'il a amené des amis sans prévenir, j'ai essayé d'établir des limites. « Ismaël, c'est ma maison. Tu dois me demander la permission avant d'inviter des personnes que je ne connais pas. » Il m'a regardé comme si je lui parlais dans une langue étrangère. « Ta maison, c'était la maison du grand-père. Toi, tu es là seulement parce qu'il t'a laissé rester. » Ses amis ont ri. Ils étaient 4 ou 5, tous plus âgés que lui. Des tatouages sur les bras, des regards durs, des mains agitées qui touchaient mes affaires comme pour évaluer leur valeur. « Ce sont mes amis, » a dit Ismaël en les désignant d'un geste arrogant. Les microbes. Je n'ai pas compris l'importance de ce nom alors. Plus tard, je découvrirai que les microbes étaient une bande locale, connue pour le trafic de drogue et l'extorsion dans notre quartier. Ismaël n'était pas simplement un adolescent rebelle, il avait rejoint un gang criminel. À partir de ce jour, j'ai perdu le contrôle de ma maison. Ils entraient et sortaient à toute heure. Ils buvaient mes réserves, fumaient à l'intérieur de la maison. Ils mettaient de la musique si fort que les voisins appelèrent la police. Mais quand les patrouilles arrivaient, magiquement tous disparaissaient, me laissant seul pour donner des explications. « Votre petit-fils est hors de contrôle, madame », m'a dit un jour un officier en secouant la tête. Un jour, il va avoir de sérieux problèmes. Il avait déjà de sérieux problèmes, et moi avec lui. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu des bruits étranges dans le salon. Je me suis approché avec précaution et j'ai vu Ismaël et 3 de ses amis en train de compter de l'argent sur ma table de salle à manger. Il y avait de petits paquets de poudre blanche, une petite balance, des sachets en plastique. Ils emballaient de la drogue chez moi. J'aurais dû me retirer silencieusement. J'aurais dû faire semblant de n'avoir rien vu. Mais la peur et l'indignation ont été plus fortes. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé depuis le couloir, ma voix tremblante. « C'est illégal. Vous ne pouvez pas faire ça ici. » Le silence qui a suivi était terrifiant. Ismaël s'est levé lentement, ses yeux fixés sur moi, avec une froideur qui m'a glacé le sang. « Grand-mère » a-t-il dit en s'approchant. « Il semble que tu n'aies pas compris comment les choses fonctionnent maintenant. » Ses amis ont commencé à tout ramasser rapidement, rangeant l'argent et la drogue dans des sacs à dos. Ismaël continuait d'avancer vers moi. « C'est ma maison maintenant. C'est moi qui décide de ce qui se fait ici. Et toi, il m'a pointé du doigt, tu n'existes que parce que je te permets d'exister. Tu comprends ? C'est ma maison, ai-je répété, en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. La maison que Moussa et moi avons achetée avec notre travail. Et je ne permettrai pas d'activité criminelle sous mon toit. Ismaël a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans ce rire. Tu ne permettras pas, et comment comptes-tu m'en empêcher, grand-mère ? Il s'est approché tellement que je pouvais sentir son souffle sur mon visage. Tu vas appeler la police ? Leur dire que ton petit-fils vend de la drogue ? Que va-t-il m'arriver alors ? Tu y as pensé ? Tu veux me voir en prison ? Je veux que tu respectes cette maison, que tu respectes ma vie. Le respect, il a craché le mot comme si c'était du poison. Le respect se mérite, grand-mère, et tu n'as rien fait pour le mériter. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore dans mes cauchemars. Ismaël a fait un geste à ses amis qui sont sortis rapidement, nous laissant seuls. Alors, avec un calme terrifiant,
Il a pris une de mes photos encadrée. C'était une image de mon mariage avec Moussa, nos visages jeunes et souriants. « Ce respect », a-t-il dit en tenant la photo devant mon visage. Puis il l'a laissé tomber au sol et a délibérément écrasé le verre, le brisant. « Non !» ai-je gémi en me baissant pour ramasser les morceaux. « S'il te plaît, Ismaël. »« La prochaine fois », a-t-il dit en me prenant par les cheveux pour m'obliger à le regarder. « La prochaine fois que tu essaies de me dire ce que je peux ou ne peux pas faire, ce ne sera pas une photo que je casserai, tu comprends ?» J'ai hoché la tête, les larmes coulant sur mes joues. « Dis-le !» a-t-il exigé en tirant plus fort sur mes cheveux. « Je comprends », ai-je murmuré. Il m'a lâché en me poussant contre le mur. « Maintenant, nettoie ce désordre. » Cette nuit-là, alors que je ramassais les morceaux de verre et regardais la photo froissée de ce qui avait été une famille heureuse, j'ai compris que j'étais complètement seule et complètement à la merci d'Ismaël. Les mois suivants ont été une descente aux enfers. Ma maison est devenue un centre d'opération pour les microbes. Ils vendèrent de la drogue depuis ma cuisine, gardèrent des armes sous mon toit, célébrèrent des fêtes sauvages quand Seydou et Fatou étaient hors de la ville, ce qui arrivait fréquemment. Et moi, je suis devenue une prisonnière dans ma propre maison, une servante, un fantôme qui glissait dans les couloirs en essayant de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, de ne pas exister. L'incident du bras cassé que je vous ai mentionné plus tôt n'était pas un accident. C'est arrivé en mars 2021, quand Ismaël avait 17 ans. J'ai essayé de l'empêcher de prendre mes économies, l'argent de ma pension que je gardais pour les urgences médicales. Il m'a tordu le bras jusqu'à ce que j'entende le craquement de l'os, et puis, comme si de rien n'était, il m'a dit « Maintenant, dis-moi où est ce foutu argent ». Quand Seydou m'a emmené à l'hôpital le lendemain, je lui ai dit que j'étais tombée. C'était plus facile que d'affronter la vérité, plus sûr. Que se passerait-il si je dénonçais Ismaël et que personne ne me croyait? Que ferait-il alors? Jusqu'où irait-il cette nuit-là? Alors que j'étais allongée dans mon lit, avec le bras dans le plâtre, j'ai compris que la peur s'était transformée en terreur. Je ne craignais plus seulement pour ma dignité, pour ma tranquillité, pour mes possessions. Je craignais pour ma vie. J'ai commencé à prendre des précautions. Je fermais ma porte à clé la nuit et je poussais une commode contre elle. Je cachais des couteaux de cuisine sous mon matelas, même si je doutais avoir le courage de les utiliser. Je gardais de la nourriture dans ma chambre pour ne pas avoir à sortir si lui et ses amis étaient à la maison. Ce que je vais raconter maintenant, je ne l'ai jamais révélé à personne, ni à la police ni à mon avocat. Si tu veux comprendre le côté sombre qui existe dans chaque famille, active la cloche pour être notifié des nouveaux témoignages comme le mien, où nous révélons les vérités que la société préfère ne pas voir. En 2022, après 3 ans de calvaire, j'ai finalement essayé de chercher de l'aide. Je ne pouvais pas continuer comme ça. La terreur constante détruisait ma santé. J'avais perdu du poids. Je ne dormais pas. Le moindre bruit me faisait sursauter. J'avais des crises de panique. D'abord, je me suis adressée à Seydou et Fatou. Je les ai invités à manger un dimanche quand je savais qu'Ismaël serait dehors avec ses amis. J'ai préparé les plats préférés de mon fils, sauce graine avec foutou banane, comme quand il était petit. J'ai mis la table avec ma plus belle nappe, celle que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai attendu le dessert pour parler. Je leur ai tout raconté, enfin, presque tout. Je leur ai parlé du comportement agressif d'Ismaël, de ses amis de la bande, de la drogue, de comment j'avais perdu le contrôle de ma propre maison. Je leur ai dit que j'avais peur. « Maman », a dit Seydou en me prenant la main, ce geste qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais irrationnelle. Ismaël traverse une période difficile, l'adolescence, la perte de son grand-père. C'est normal qu'il agisse comme ça. Ce n'est pas normal, ai-je insisté. Ce n'est pas une simple rébellion d'adolescent, il est dangereux. Ses amis sont des criminels, il est mêlé à quelque chose de grave. « Mon Dieu, Adjoua !» est intervenu Fatou en levant les yeux au ciel. « Tu as toujours été trop dramatique. Ce sont des garçons qui font des bêtises. » « Des bêtises ? Vendre de la drogue ? Me menacer ? Me casser le bras ?» Il y a eu un silence tendu. Seydou m'a regardé, surpris. « Qu'est-ce que tu dis, maman ? Ton bras s'est cassé quand tu es tombé du lit. »
Je ne suis pas tombée, ai-je avoué, les larmes s'accumulant dans mes yeux. C'est Ismaël qui me l'a cassé parce que j'ai essayé de l'empêcher de voler mon argent. Fatou a ri, un rire court et dédaigneux. Tu entends ce que tu dis ? Ismaël peut être rebelle, mais jamais il ne ferait quelque chose comme ça. C'est absurde. Seydou, ai-je supplié en regardant mon fils. S'il te plaît, crois-moi. Ton fils est hors de contrôle. Il a besoin d'une aide professionnelle. Nous avons tous besoin d'aide. Mon fils est resté silencieux pendant un moment qui a semblé éternel. Finalement, il a soupiré profondément. « Maman, depuis que papa est mort, tu as été différente, plus anxieuse, plus paranoïaque. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, un psychologue. »« Tu crois que je suis folle ?» ai-je demandé, incrédule. « Je ne dis pas ça, seulement que peut-être tu exagères les choses, que tu interprètes mal les situations. » Ismaël est un bon garçon au fond, il a juste besoin de temps. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon bras cette fois. Mon cœur, mon espoir, la confiance en ma propre famille. D'accord, ai-je dit finalement en essuyant mes larmes. Peut-être que vous avez raison, peut-être que j'exagère. Après leur départ, je me suis assise dans l'obscurité de mon salon en contemplant mes options. Si mon propre fils ne me croyait pas, qui le ferait ? Pourtant, je ne me suis pas résignée. Le lendemain, je me suis rendue au commissariat. Le poste était bondé, bruyant, chaotique. J'ai attendu 2 heures pour parler à quelqu'un. Finalement, un jeune officier m'a reçue avec une expression d'ennui qui laissait clairement entendre que mon cas était un de plus dans une longue liste de problèmes qu'il n'avait ni le temps ni les ressources pour résoudre. Je lui ai raconté tout sur Ismaël, sur les microbes, sur la drogue chez moi, sur la peur constante, sur les menaces. Je lui ai même montré les cicatrices sur mon bras, déjà guéries, mais jamais complètement bien. « Écoutez, madame, » a dit l'officier, après avoir pris quelques notes de mauvaise grâce. « Je comprends votre situation, mais honnêtement, il y a peu de choses que nous puissions faire sans preuves concrètes. Si nous ne l'avons pas pris en flagrant délit avec la drogue, c'est votre parole contre la sienne. »« Mais c'est mon petit-fils, » ai-je expliqué. « Il vit chez moi. » Je suis menacée dans ma propre maison. L'officier a haussé les épaules. Alors, la solution est simple. Ne le laissez pas entrer. C'est votre maison. Changez les serrures. Posez des limites. Ce n'est pas si simple, ai-je insisté. C'est le fils de mon fils. Je ne peux pas simplement le mettre à la rue. Madame, a dit l'officier, avec un ton qui suggérait qu'il perdait patience. Si vous n'êtes pas disposée à prendre des mesures drastiques, nous ne pouvons pas vous aider. La police n'est pas là pour résoudre les disputes familiales. Je suis sortie du commissariat me sentant encore plus désespérée qu'avant. Le système qui devait me protéger m'avait abandonnée. Ma famille m'avait abandonnée. J'étais complètement seule. Ma dernière tentative a été la plus désespérée. J'ai contacté une clinique de réhabilitation privée. J'ai expliqué la situation, l'addiction d'Ismaël, son comportement violent. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient aider, mais qu'ils avaient besoin qu'il accepte volontairement, ou bien que son tuteur légal l'interne. Étant donné qu'il avait encore 17 ans, ses parents pouvaient prendre cette décision. Convaincre Seydou et Fatou a été presque impossible, mais après des semaines d'insistance, ils ont finalement accepté de parler au personnel de la clinique, pas parce qu'ils me croyaient, mais pour me prouver que j'avais tort. La réunion a été programmée pour un mardi après-midi. Nous irions tous les 3 ensemble, Seydou, Fatou et moi. Nous parlerions aux spécialistes, ils évalueraient Ismaël, ils lui procureraient de l'aide. Mais la nuit précédente, j'ai commis une erreur fatale. Ismaël m'a entendu parler au téléphone avec la clinique, confirmant le rendez-vous. Il est entré dans ma chambre comme une furie. « Clinique de réhabilitation ?» a-t-il crié en agitant mon téléphone devant mon visage. « Tu veux m'enfermer dans un asile, vieille folle ? Ce n'est pas un asile, » ai-je essayé d'expliquer en reculant jusqu'à ce que mon dos touche le mur. C'est un centre où ils peuvent t'aider avec ton addiction, où ils peuvent... Je n'ai pas terminé ma phrase. Ismaël a sorti un petit couteau de poche. Il n'était pas grand,
mais la lame brillait de façon menaçante sous la lumière. « Écoute-moi bien », a-t-il dit en pressant la pointe contre mon cou, juste assez pour sentir la piqûre, mais pas assez pour couper profondément. « Tu vas appeler et annuler cette merde maintenant. Tu vas leur dire que c'était une erreur, que tu t'es trompé. Et si jamais tu essaies quelque chose comme ça à nouveau, je te jure que ce sera la dernière chose que tu feras. » Avec des mains tremblantes, j'ai composé le numéro et annulé le rendez-vous. Ensuite, j'ai appelé Seydou et je lui ai dit que j'avais changé d'avis, que peut-être j'exagérais vraiment, qu'Ismaël allait mieux. Cette nuit-là, tandis qu'Ismaël et ses amis célébraient une autre de leurs fêtes dans mon salon, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'avais tout essayé. Tout avait échoué. J'étais prisonnière d'un enfer sans issue. À partir de ce moment, ma vie est devenue un cauchemar encore pire. Ismaël, sachant que j'avais essayé de le faire interner, redoublait d'efforts pour me terroriser. Il a commencé à toujours porter le couteau sur lui, jouant avec devant moi, me rappelant silencieusement sa menace. Il a commencé à entrer dans ma chambre la nuit, juste pour me réveiller et me rappeler qu'il pouvait le faire quand il voulait. Il s'asseyait sur une chaise à côté de mon lit pendant des heures, me regardant dormir, ou faire semblant de dormir, parce que comment aurais-je pu trouver le sommeil avec lui là? J'ai commencé à dormir avec une barre de fer sous mon oreiller, pas parce que je croyais pouvoir me défendre, mais parce que ça me donnait un minimum de sentiment de sécurité, une illusion de contrôle dans un monde où j'avais perdu tout pouvoir sur ma propre vie. Et puis, il y a eu ce qui est arrivé à Milo, mon chat, le seul être qui me donnait un peu de réconfort dans ces jours sombres. Un tigré orange que Moussa m'avait offert des années auparavant. Vieux déjà, dormeur, inoffensif. Un jour, après une dispute particulièrement tendue sur l'état déplorable dans lequel Ismaël et ses amis avaient laissé la cuisine, mon petit-fils a disparu pendant des heures. Quand il est revenu, il est entré directement dans ma chambre où je m'étais réfugiée. Sans dire un mot, il a jeté quelque chose sur mon lit, un paquet enveloppé dans une serviette tachée de sang. « Pour que tu comprennes que je suis sérieux », a-t-il dit simplement avant de sortir. Avec des mains tremblantes, j'ai déplié la serviette. C'était Milo. Son petit corps brisé, sa fourrure orange tachée de rouge, ses yeux ouverts dans une expression de terreur finale. Quelque chose est mort en moi ce jour-là. Avec mon cher chat, j'ai perdu le dernier espoir qu'il y ait quelque chose à sauver chez Ismaël, que mon petit-fils, l'enfant que j'avais bercé dans mes bras, soit quelque part à l'intérieur de ce monstre qu'il était devenu. Je l'ai enterré dans le jardin de derrière, sous l'oranger qu'il aimait tant. Et tandis que je couvrais son petit corps de terre, j'ai senti que j'enterrais aussi une partie de moi-même, la partie qui croyait en la bonté inhérente des gens, la partie qui espérait encore que les choses s'amélioreraient. Septembre 2023 a marqué le point de non-retour. Ismaël, maintenant âgé de 19 ans, avait finalement été expulsé de chez ses parents après un incident violent avec Seydou, dont je n'ai jamais su les détails exacts. Il est apparu à ma porte une nuit pluvieuse avec un sac à dos et le même regard menaçant de toujours. « J'ai besoin de rester ici », a-t-il annoncé en me poussant sur le côté pour entrer. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Pendant 3 jours, ma maison est devenue un enfer, pire que jamais. Ismaël invitait ses amis à toute heure. Ils buvaient, se droguaient, détruisaient mes affaires. La musique résonnait sur les murs jour et nuit. L'odeur de marijuana et de produits chimiques que je ne pouvais pas identifier imprégnait chaque recoin. Je restais enfermée dans ma chambre la plupart du temps, sortant seulement quand c'était absolument nécessaire. Je mangeais peu, dormais moins, priais constamment, même si je n'étais plus sûre que quelqu'un m'entendait. L'après-midi du 3e jour, j'ai entendu par hasard une conversation téléphonique d'Ismaël. J'étais dans la cuisine en train de me préparer un thé rapide, avant de retourner dans mon refuge, quand sa voix m'est parvenue depuis le salon. « Oui, amène-la ce soir », disait-il avec un ton qui m'a glacé le sang. « Elle n'a que 16 ans, mais elle est trop bonne. Je lui ai dit qu'il y aurait une fête. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. » Il y a eu une pause, des rires. « J'ai tout préparé. La marchandise est ici. Quand elle sera assez défoncée, on fera ce qu'on voudra, et ensuite,
Si elle se tient bien, peut-être qu'on la laissera partir. Je n'avais pas besoin de plus de détails pour comprendre ce qu'ils planifiaient. Ils allaient droguer une mineure, abuser d'elle, peut-être pire. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi, un interrupteur qui s'est enclenché, la compréhension que ce n'était plus seulement à propos de moi, que je ne pouvais plus continuer à être une victime passive, que j'avais une responsabilité morale qui allait au-delà de ma propre souffrance. Sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, je suis entrée dans le salon. « Non », ai-je dit simplement. Ismaël s'est retourné, surpris par mon interruption, par le ton ferme de ma voix. « Non quoi, grand-mère? Tu ne vas pas amener cette fille ici, tu ne vas pas lui faire de mal, pas dans ma maison. » Sa surprise s'est transformée en fureur. Il s'est levé lentement, comme un prédateur se préparant à attaquer. « Et qui va m'en empêcher? Toi? » « Si c'est nécessaire, » ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Il a ri alors, un rire cruel qui ne contenait pas une once d'humour. « Tu as toujours été pathétique, grand-mère, mais ça, » il a secoué la tête. Ça, c'est un nouveau niveau. Il s'est approché de moi, et bien que chaque instinct me criait de fuir, je suis restée à ma place. « Je vais faire exactement ce que je veux, » a-t-il dit, son visage à quelques centimètres du mien. « Avec cette fille, avec cette maison, avec toi, et il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. » Ce qui s'est passé ensuite est un flou dans ma mémoire. Je me souviens avoir essayé d'atteindre le téléphone, avoir pensé à appeler la police peu importe les conséquences. Je me souviens du coup, de la douleur aiguë à ma tête, de l'obscurité qui a suivi. Quand je me suis réveillée, j'étais étendue sur le sol du salon. Ma tête palpitait. Je sentais un liquide chaud couler sur mon front. Du sang. Je me suis relevée lentement, étourdie. La maison était silencieuse. Ismaël était parti, mais je savais qu'il reviendrait, et quand il le ferait, il amènerait cette fille innocente. En titubant, je me suis dirigée vers la salle de bain. Je me suis lavé le sang du visage. Je me suis regardée dans le miroir, reconnaissant à peine la femme émaciée qui me regardait en retour. C'est alors que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas permettre qu'il fasse du mal à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je ne pouvais pas continuer à être complice par mon silence, par ma peur. Quelque chose devait changer, et il n'y avait qu'une seule façon pour que cela arrive. Avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années, j'ai marché vers la remise au fond du jardin. Là, parmi des outils couverts de poussière, j'ai trouvé la hache de Moussa. Mon Moussa, qui n'aurait jamais permis que les choses aillent aussi loin, qui aurait protégé sa famille à n'importe quel prix. J'ai pris la hache et je suis retournée à la maison. Je l'ai placée sous le canapé où je pourrais l'atteindre rapidement le moment venu. Puis je me suis assise pour attendre. Ce que je vais révéler maintenant, beaucoup de personnes dans ma situation y ont déjà pensé, mais n'ont pas eu le courage. Si tu connais quelqu'un qui vit sous la menace dans sa propre maison, partage cette vidéo. Peut-être que cela aidera à éviter qu'une autre tragédie comme la mienne ne se produise. On m'a toujours demandé comment j'ai pris la décision. À quel moment exact ai-je décidé que tuer mon propre petit-fils était la seule issue? Je ne peux pas leur donner une réponse simple. Ce n'était pas un moment, mais des milliers d'humiliations, des milliers de menaces, des milliers de nuits de terreur. Jusqu'à ce que finalement, comme la goutte qui fait déborder le vase, il y a eu l'histoire de cette fille. Après qu'Ismaël m'a frappée et laissée inconsciente, je me suis réveillée sur le sol du salon. L'horloge marquait 19h43. J'avais du sang séché sur le front et une douleur lancinante à la tête. Je me suis relevée lentement en m'appuyant contre le mur. La maison était silencieuse. Ismaël était parti, probablement pour retrouver ses amis avant d'amener la fille. J'ai traîné mes pieds jusqu'à la salle de bain. Le miroir m'a renvoyé l'image d'une étrangère, une femme de 63 ans, au visage émacié, aux cernes profondes et à un regard que je ne reconnaissais plus comme le mien. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, sentant la brûlure sur la plaie de mon front. Alors que l'eau coulait entre mes doigts, un calme étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la résignation, ce n'était pas de la peur, c'était de la clarté,
une clarté cristalline que je n'avais jamais expérimentée. À ce moment, j'ai su ce que je devais faire. J'ai marché vers la cuisine et j'ai préparé du café. Je l'ai bu lentement, savourant chaque gorgée comme si c'était la dernière. Peut-être que ce le serait. Puis, avec une détermination que je ne savais pas que je possédais, je suis sorti dans le jardin et je me suis dirigé vers la remise. La remise sentait l'humidité et la rouille. C'était le sanctuaire de Moussa, l'endroit où il gardait ses outils, où il se réfugiait quand il avait besoin d'espace. Depuis sa mort, j'y étais à peine entré. Trop de souvenirs. La hache était accrochée au mur, exactement où il l'avait laissée. Je l'ai prise à deux mains, surprise par son poids. Le manche en bois usé par l'utilisation s'adaptait parfaitement à mes paumes. La lame, bien que rouillée par endroits, restait aiguisée. Moussa maintenait toujours ses outils en parfait état. « Pardonne-moi, ai-je murmuré, bien que je ne sois pas sûre si je parlais à Moussa ou à moi-même. Je suis retournée à la maison avec la hache. Je l'ai cachée sous le canapé où je pourrais l'atteindre facilement quand le moment viendrait. Puis je me suis assise dans mon fauteuil, celui qui avait toujours été le mien, celui qu'Ismaël et ses amis avaient taché et maltraité, mais qui restait ma place, et j'ai attendu. Alors que les minutes se transformaient en heures, mon esprit vagabondait entre souvenirs et possibilités. J'ai pensé à Ismaël bébé, à ses premiers pas, à ses rires d'enfant. J'ai pensé au moment exact où il a commencé à changer, à se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Aurais-je pu l'éviter? Avais-je failli en tant que grand-mère? Mais plus que tout, j'ai pensé à cette fille. 16 ans, probablement innocente, naïve, attirée par la promesse d'une fête amusante, sans savoir qu'elle marchait vers un piège. Combien d'autres avant elle étaient tombés dans les griffes d'Ismaël et de ses amis? Combien d'autres après elle le feraient si personne ne les arrêtait? Ce n'était plus seulement pour moi, plus maintenant. C'était pour elles toutes. L'horloge marquait 23h27 quand j'ai entendu la clé dans la serrure. Le grincement familier de la porte qui s'ouvre, des pas lourds, désordonnés. Ismaël était ivre ou drogué, ou les deux. Je me suis levée rapidement et je me suis dirigée vers ma chambre, laissant la lumière du salon allumée. Je me suis mise au lit, tout habillée, y compris les chaussures, et j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu Ismaël se déplacer dans la maison en parlant au téléphone. « Oui, viens dans 1 heure, disait-il. La vieille dort. On aura la maison pour nous tout seuls. » Une pause. Des rires. « Amène tes copines, surtout la petite. J'ai quelque chose de spécial pour elle. » Mon estomac s'est retourné. 1 heure. J'avais 1 heure pour agir. J'ai attendu patiemment jusqu'à entendre Ismaël s'affaler sur le canapé, le son de la télévision qui s'allume, le tintement d'une bouteille, encore des rires, maintenant pour lui-même. Avec des mouvements silencieux, je me suis levée du lit. J'ai avancé dans le couloir, collé au mur. Je me suis penchée prudemment vers le salon. Ismaël était allongé sur le canapé, un bras sur les yeux, l'autre pendant vers le sol. La bouteille de Koutoukou à moitié vide sur la table basse. Complètement vulnérable, complètement sans méfiance. Je me suis approchée furtivement, je me suis baissée près du canapé et j'ai sorti la hache de sa cachette. Le poids dans mes mains se sentait maintenant comme une extension de mon propre corps, de ma propre volonté. Ismaël a dû sentir ma présence parce qu'il a écarté le bras de ses yeux et m'a regardé. Pendant 1 seconde, un éclair de surprise a traversé son visage. Puis ce sourire tordu que j'avais tant appris à craindre. « Tu fais quoi, grand-mère » a-t-il demandé en traînant les mots. « Tu joues au bûcheron » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. J'avais tout dit pendant des années et personne ne m'avait écouté. J'ai levé la hache. « Tu n'oserais pas » a-t-il dit, la première trace de doute dans sa voix. Le premier coup a été le plus difficile. Le deuxième, plus facile. Au 6e, je ne sentais plus rien, seulement le mouvement mécanique de mes bras montant et descendant, le son humide du métal contre la chair, la chaleur du sang éclaboussant mon visage, mes mains, mes vêtements. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai ressenti ni haine ni rage, seulement du soulagement.
Un soulagement profond et absolu, comme si un poids immense avait été enlevé de mes épaules. Quand j'ai terminé, j'ai laissé tomber la hache au sol avec un bruit sourd. Je me suis assise dans mon fauteuil, face au canapé où gisait ce qui restait d'Ismaël. Je n'ai pas essayé de nettoyer le sang. Je n'ai pas essayé de bouger le corps. Il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait pas d'issue possible. Et, sincèrement, je n'en voulais pas. Je suis restée là toute la nuit, regardant le corps de mon petit-fils. La lumière de l'aube a commencé à filtrer par les fenêtres, illuminant la scène avec une clarté cruelle et impitoyable. Ce n'est qu'alors, en voyant l'ampleur de ce que j'avais fait sous la lumière du jour, que j'ai commencé à pleurer. Pas pour Ismaël, pas pour moi, mais pour tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Les coups à la porte ont commencé vers 8 heures du matin. Des voix qui criaient « Police! Ouvrez la porte !» Apparemment, une voisine avait entendu des bruits étranges et avait vu du sang filtrer sous ma porte. Je me suis levée lentement, comme dans un rêve, et j'ai ouvert la porte. 2 officiers ont reculé instinctivement en me voyant couverte de sang de la tête aux pieds. « Mon petit-fils est sur le canapé », ai-je dit avec une voix qui ne semblait pas la mienne. Je l'ai tué la nuit dernière avec la hache de mon mari. 6 coups. La hache est au sol à côté du corps. Ils m'ont menotté immédiatement. Un des officiers est entré dans la maison, tandis que l'autre me maintenait immobilisé contre le mur. J'ai entendu son exclamation d'horreur en trouvant le corps. Mon Dieu, c'est un vrai bain de sang là-dedans. D'autres patrouilles sont arrivées, des lumières rouges et bleues illuminant la rue, des voisins se penchant aux fenêtres, certains sortant sur le trottoir pour mieux voir le spectacle du jour dans un quartier où il ne se passait jamais rien d'extraordinaire. Ils m'ont emmené au commissariat où j'ai passé des heures à raconter mon histoire à des enquêteurs qui prenaient des notes avec des expressions sceptiques. Je leur ai tout dit, les drogues, les menaces, la terreur constante, la fille qui allait être victime cette nuit-là. Je n'attendais pas qu'ils me croient, je n'attendais pas de clémence. Je voulais seulement que la vérité soit enregistrée, même si personne ne l'écoutait. Seydou et Fatou sont arrivés au commissariat le même après-midi. Le visage de mon fils, un masque d'incrédulité et d'horreur. Ma belle-fille, incapable de me regarder dans les yeux. « Pourquoi ?» a été la seule chose que Seydou a pu dire quand on nous a laissés seuls dans une salle d'interrogatoire. « Pourquoi, maman ?»« Je te l'ai dit, » ai-je répondu simplement. « Je te l'ai dit plusieurs fois, et tu ne m'as jamais écouté. » Fatou a explosé. « Alors tu es folle, complètement folle. Tu as tué notre fils à cause de tes délires paranoïaques. » Seydou l'a prise par le bras en essayant de la calmer. « S'il te plaît, Fatou, non. »« Ne la défends pas, » a-t-elle crié en se dégageant violemment. « C'est une meurtrière, un monstre. Elle a tué notre bébé. » Les gardiens sont entrés, alertés par les cris. Ils ont emmené Fatou, qui continuait à crier des insultes. Seydou est resté un moment de plus, me regardant comme si j'étais une étrangère. « Tu n'étais pas comme ça, » a-t-il dit finalement. « Papa n'aurait jamais voulu ça. »« Ton père aurait protégé sa famille, » ai-je répondu, comme j'ai essayé de le faire. On m'a emmené dans une cellule cette nuit-là, la première de nombreuses nuits derrière les barreaux. Le début de ma nouvelle vie comme Adjoua Mariam Koné, la grand-mère qui a tué son petit-fils à coups de hache. Et le plus étrange de tout, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans peur de ce qui pourrait arriver pendant que je fermais les yeux. Maintenant, tu connais les détails qui n'ont jamais été publiés dans les journaux. Je sais que c'est difficile à entendre, mais si tu crois que ces histoires doivent être racontées pour que notre société affronte ses ombres, laisse ton like. Chaque like aide à amplifier des voix comme la mienne, qui sont restées silencieuses pendant trop longtemps. Le procès a commencé 6 mois après le meurtre. 6 mois que j'ai passés en détention préventive, m'adaptant à ma nouvelle réalité d'horaire strict, de nourriture insipide et de la surveillance constante de gardiens qui me regardaient comme si j'étais un animal exotique dans un zoo. La grand-mère à la hache, m'appelait-il, comme si toute ma vie s'était réduite à ces 6 coups une nuit de septembre. Mon avocat commis d'office, un jeune homme appelé Kwame Yao,
a insisté pour construire une défense basée sur la légitime défense et l'état de nécessité. Vous craignez pour votre vie, me disait-il pendant nos réunions de préparation. Des années d'abus systématiques, des menaces constantes, le système vous a abandonné à plusieurs reprises. Vous protégiez non seulement votre vie, mais potentiellement celle d'une mineure en danger imminent. C'était une stratégie solide, elle aurait pu fonctionner. Mais quelque chose en moi se rebellait contre l'idée de me présenter comme une victime qui avait agi dans un moment de panique ou de confusion. Je savais exactement ce que je faisais, ai-je dit à Kwame lors de notre dernière réunion avant le procès. J'ai attendu qu'il soit vulnérable, j'ai planifié chaque étape. Ce n'était pas un accès de folie, c'était une décision consciente. « S'il vous plaît, Madame Koné », a-t-il supplié en se passant les mains dans les cheveux avec frustration. « Ne dites pas ça à la barre. Si vous admettez la préméditation, il n'y aura aucun moyen de réduire votre peine. On parle de 30 ans minimum. » « La peine ne m'importe pas, » ai-je répondu calmement. « Seule la vérité m'importe. » Et c'est ainsi que ça s'est passé. Quand je me suis assise à la barre, j'ai relaté les faits exactement comme ils s'étaient reproduits. Sans embellissement, sans excuse. J'ai admis que j'avais planifié de tuer Ismaël, que j'avais attendu le bon moment, que je ne regrettais pas de l'avoir fait, bien que je regrettais profondément que les choses en soient arrivées là. Le procureur, un homme plus âgé aux yeux froids, n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts après mon témoignage. L'accusé a avoué un homicide prémédité avec une extrême cruauté, a-t-il déclaré dans son réquisitoire final. Elle a admis avoir agi en pleine conscience et volonté. La loi est claire dans ces cas. Ce que personne n'attendait, c'est ce qui s'est passé pendant le reste du procès. Au fur et à mesure que les audiences avançaient, des preuves ont commencé à émerger sur le vrai caractère d'Ismaël. D'anciens camarades de classe ont témoigné de son comportement agressif depuis son plus jeune âge. Une enseignante s'est souvenue l'avoir trouvé en train de torturer un chat dans la cour de l'école quand il avait 12 ans. Puis sont venus les témoignages les plus graves. 3 jeunes femmes se sont présentées volontairement pour déclarer qu'Ismaël et ses amis des microbes les avaient drogués et abusés lors de fêtes. Toutes mineures au moment des faits. Toutes trop effrayées pour dénoncer avant. Un enquêteur a révélé qu'Ismaël faisait l'objet d'une enquête pour la disparition de Mariama Touré, son ex-petite amie de 17 ans, vue pour la dernière fois 3 mois avant sa mort. Nous avions des soupçons, mais pas assez de preuves pour un mandat de perquisition, a-t-il expliqué. Après l'homicide, nous avons trouvé le téléphone de la jeune fille caché dans la chambre d'Ismaël, ainsi que d'autres objets personnels qui suggéraient qu'elle avait été retenue contre sa volonté. Avec chaque nouvelle révélation, je sentais les regards du jury changer. Ils ne me voyaient plus seulement comme une meurtrière sans pitié. Ils voyaient une femme qui avait été piégée dans une situation impossible, une femme qui avait essayé de demander de l'aide à plusieurs reprises et avait été ignorée, une femme qui avait finalement rendu justice elle-même de la manière la plus terrible possible. Mais la révélation la plus choquante est venue de ma propre fille Aminata, que j'avais à peine vue depuis mon arrestation. Elle a demandé à témoigner. Quand elle est montée à la barre, elle était pâle et tremblait visiblement. Ismaël me menaçait aussi, a-t-elle avoué, sa voix à peine un murmure. Ça a commencé quand il avait 16 ans. Il venait chez moi quand mon mari n'était pas là. Il me disait des choses, il me touchait. Il me disait que si je parlais, personne ne me croirait. La salle est restée dans un silence absolu. « Pourquoi n'en avez-vous parlé à personne ?» a demandé mon avocat doucement. Aminata a regardé directement Seydou et Fatou, assis au premier rang. Parce que j'ai vu comment ils ont traité ma mère quand elle a essayé de les avertir. Ils l'ont traitée de folle, de paranoïaque, de sénile. Qui voudrait passer par ça? Qui voudrait être humilié comme ça? Seydou s'est effondré visiblement. J'ai vu son visage se tordre de douleur, de culpabilité, de la compréhension tardive de ce qu'il avait permis. Malgré toutes ces révélations, le verdict final était inévitable. Coupable d'homicide aggravé avec préméditation et circonstances aggravantes. 30 ans de prison sans possibilité de réduction de peine. À mon âge, c'était essentiellement une condamnation à perpétuité.
Quand le juge a prononcé la sentence, j'ai ressenti une paix étrange. Ce n'était pas le résultat que mon avocat espérait, mais c'était celui que je savais qui viendrait, le prix que j'étais prête à payer. Tandis que les gardiens m'escortaient hors de la salle, j'ai regardé une dernière fois ma famille. Aminata pleurait en silence, ses épaules tremblant. Seydou gardait la tête baissée, incapable de me regarder. Fatou était parti avant le verdict, incapable d'accepter la vérité sur son fils. Je ne les ai plus revus depuis. 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal, 2 ans à la Maca, où mes jours s'écoulent maintenant dans une routine monotone mais tranquille. Petit déjeuner à 7 heures, travail à la buanderie jusqu'à midi, déjeuner, 1 heure de promenade, dîner à 18 heures, extinction des feux à 22 heures. Ce qui est le plus surprenant en prison, c'est à quel point je me sens en sécurité ici. Pour la première fois depuis des années, je peux dormir sans peur. Je peux marcher dans les couloirs sans être constamment sur mes gardes. Je peux exister sans la terreur constante de ce qui pourrait arriver à tout moment. C'est un paradoxe que je n'arrête pas de contempler. J'ai dû perdre ma liberté pour trouver la paix. J'ai rencontré beaucoup de femmes ici avec des histoires similaires à la mienne. Des femmes qui ont supporté des années d'abus. Des femmes qui ont demandé de l'aide et ont été ignorées. Des femmes qui ont finalement atteint un point de rupture. Mariam, qui a empoisonné son mari après 15 ans de coups quotidiens. Bintou, qui a poignardé son beau-père pendant son sommeil après des années d'abus que sa mère refusait de voir. Kumba, qui a mis le feu à sa maison avec son fils drogué à l'intérieur après que celui-ci ait vendu sa petite fille de 12 ans à un trafiquant pour payer ses dettes. Nous partageons toutes le même remords. Ce n'est pas le regret de ce que nous avons fait, mais la douleur de ne pas avoir trouvé une autre issue, d'être arrivé à un point où la violence semblait la seule réponse possible. Dans nos conversations nocturnes, quand les gardiennes ne font pas attention, nous parlons des systèmes qui nous ont abandonnés. La police qui nous a dit que c'était des affaires de famille, les proches qui ont regardé ailleurs. Les voisins qui ont monté le volume de leur télévision pour ne pas entendre les cris. Nous parlons aussi des signes qui étaient là, visibles pour qui voulait les voir. Les petites cruautés qui sont devenues de grandes atrocités. Les schémas de comportement qui ont été ignorés ou minimisés. Dans le cas d'Ismaël, je me demande constamment, aurais-je pu l'aider plus tôt? Y a-t-il eu un moment, quand il était plus jeune, où une intervention appropriée aurait changé sa trajectoire? Ai-je failli en tant que grand-mère en ne voyant pas les signes précoces de ce qui se préparait? Je n'ai pas de réponse définitive, seulement des questions qui m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Ce que je sais, c'est que notre société préfère ignorer ces problèmes jusqu'à ce qu'ils explosent en violence. Nous préférons croire que la maltraitance des personnes âgées n'existe pas, que la violence domestique arrive dans un certain type de famille, que les monstres naissent, qu'ils ne sont pas fabriqués. La réalité est bien plus complexe et bien plus terrifiante. Ma peine se termine en 2053. J'aurai alors 93 ans, si tant est que je vive aussi longtemps. Il est plus probable que je meure ici, dans cette cellule qui est devenue mon refuge. Et je suis en paix avec ça. Je ne cherche pas le pardon. Je ne cherche pas la compassion. Je cherche seulement la compréhension. Que mon histoire serve à ce que d'autres ouvrent les yeux sur ce qui se passe derrière les portes closes. Que quelqu'un, quelque part, écoute une grand-mère, une mère, une sœur quand elle dit « J'ai peur, j'ai besoin d'aide ». Que personne d'autre n'ait à prendre une hache pour être entendu. Depuis ma cellule, je vois maintenant avec clarté ce que des années de peur m'ont empêché de voir. Si mon histoire t'a touché d'une quelconque façon, abonne-toi à la chaîne Confessions derrière les barreaux pour découvrir d'autres récits qui révèlent le côté caché de la justice et de la nature humaine. Peut-être qu'en comprenant ce qui nous pousse à nos limites, nous pourrons éviter que d'autres grands-mères, d'autres petits-fils, d'autres familles arrivent là où nous sommes arrivés.